Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité, Alexandre Arcadi. Bonjour. Bonjour. Alors tout le monde se souvient de votre premier long métrage et premier grand succès. C'était Le Coup de Sirocco, consacré en 1979 à l'exode des Pieds Noirs et à la fin de la guerre d'Algérie. Il y a ensuite en 1982, Le Grand Pardon, qui retrace la vie des frères Zemmour, un clan de gangsters juifs. Et quand on sortait de ce film, je me suis dit, comment il y a des bandits juifs, hein? Oui, mais c'est comme disait Ben Gurion, hein, vous vous souvenez, Ouais. En Israël, on lui a annoncé qu'il y avait une prostituée et un gars de la mafia, il a dit « Enfin un pays comme les autres ». Comme les autres. Donc, le Grand Pardon, depuis une vingtaine de films sur le vivre ensemble, comme l'Union sacrée, sur Israël, pour Sacha, sur Ilan Halimi, 24 heures. Votre dernier film, Le Petit Blond de la Casbah, sorti en novembre, est un film autobiographique qui raconte votre vie d'enfant algérien sur fond de guerre d'Algérie. Un film qui a des résonances par rapport à ce qui se passe depuis le 7 octobre, puisque vous y racontez une époque où juifs et arabes vivaient ensemble, côte à côte, en Algérie. Juste de dire que vous êtes nostalgique de cette Algérie-là, et de cette entente, quelque part. On est tous nostalgiques de son enfance déjà, hein, Ouais. et quand on a eu la chance de vivre dans un pays, comme disait Camus, qui était béni par les dieux, le soleil, la mer, l'insouciance, nous étions très pauvres Ouais. dans un quartier de la Casbah, mais on ne savait pas Nous que... étions votre famille, vos amis? Tout le monde, Hein tous ceux qui partageaient le quotidien de cet immeuble, mais on ne savait pas qu'on était pauvre, puisqu'on ne connaissait pas les riches. Donc, notre richesse, elle était au quotidien, faite d'amour, de partage, de fraternité. Et ce ne sont pas des mots, hein, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une nostalgie comme ça bienveillante, c'est la vérité. Mais c'est ce qu'on voit dans vos films, c'est ce qu'on voit dans ce film. Oui, c'est Hein, ce et qu'on c'est voit. ce que vous avez dans votre tête. C'est ce que j'ai. Et j'ai été élevé comme ça. Ouais. Et j'ai été élevé comme ça. Et je me suis posé la question et je me suis dit, mais à quoi c'était dû au fond cette espèce de lien fraternel comme ça, quotidien, entre toutes les communautés, les Arabes, les Kabyles, les Espagnols, les Et c'était Italiens. bien quoi? La porte ouverte des appartements. Hein, on mangeait ensemble. Eh ben, on était, Ah. mais comme On faisait la fête comme ensemble, c'était c'est ça? des petits appartements, Ouais. on ne pouvait pas rester à l'intérieur. Surtout Donc quand il on faisait allait, chaud. Hein. donc on allait chez les uns, chez les autres. Ouais. On partageait les fêtes. Voilà, il y avait une espèce d'insouciance. La guerre était là, à la porte, à la fenêtre, et je la montre dans le film. Ouais. Comment dire, les problèmes de société, le problème du colonialisme étaient présents en Algérie, et je le montre Vous dans le le ressentiez, film. enfin vous étiez jeune, mais quelque part vous l'avez ressenti. Évidemment, évidemment. Mais quand on est jeune et qu'on partage des moments de guerre, on a une forme on est peut-être trop insouciant, trop à côté. Vous savez, j'ai une anecdote que je n'ai pas mis dans le film et c'est dommage. J'étais avec des copains en train de manger une glace, place du gouvernement à Alger, et tout d'un coup, il y a eu une rafale de mitraillettes. Donc, on nous avait dit, quand ça tire, il faut se coucher par terre. Donc, on s'est couché par terre. Mais notre préoccupation, c'était pas les balles qui sifflaient au-dessus de nos têtes. C'était notre cornet de glace qu'il ne fallait pas faire tomber. Voilà. En gros, je résume cette ambiance. Mais quelque part l'insouciance, quoi. Hein? Pardon ? Quelque part l'insouciance. C'est l'insouciance, c'est la jeunesse, c'est le plaisir de vivre, c'est le temps qui passe avec un autre tempo, quoi, sûrement. Aussi. 62 ans après. 62 ans après, Enfin, on garde... pour vous 63, puisque vous êtes parti en 61 d'Algérie. On garde intact tout ça. Voilà. Et quand j'ai reproduit, quand j'ai remis en scène, c'est quand même vertigineux. Replonger dans son enfance, mais dans le moindre détail, parce que j'ai rien caché. Ouais. Hein, ni mes parents, ni mes oncles, ni mes tantes, ni la guerre, ni la violence, ni le bonheur, Parce ni que le soleil. d'ailleurs, à l'époque, vous étiez un Français au sang mêlé. Hein. Oui, parce que mon père était hongrois, ma mère était juive d'Algérie. Adjedj, oui. Ma grand-mère ne parlait pas français, elle ne parlait que l'arabe. Ouais. Et c'est Jean Benguigui qui interprète ma grand-mère. Ah, c'est extraordinaire. Vous imaginez la rigolade. Mais quand on l'a vu arriver, il est exceptionnel. Et je dois vous dire une chose, c'est que quand je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu dans le film. Je l'ai pas reconnu. C'est après que j'ai réalisé. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question dans une salle en me disant « Monsieur Arcadi, pourquoi avoir pris Jean Benguigui dans le rôle de votre grand-mère ?» Mais avant de me répondre, sachez que ma grand-mère ressemble trait pour trait à Jean Benguigui. C'est pour vous dire combien il y a eu une espèce d'osmose, parce qu'il a su trouver dans la gestuelle, dans la façon d'être, comment dire,
cette représentation de l'histoire du judaïsme algérien. De nos grands-mères. Exactement. Hein, on revoit nos grands-mères, on revoit notre grand-mère. Je revois ma grand-mère quand je le vois. Le petit blond de la Casbah, il a été tourné en partie à Alger. Est-ce que ça veut dire que les cicatrices de la guerre d'Algérie et de l'exil ont disparu? Non, non, l'exil ne peut pas disparaître parce que, au fond, on est enraciné hein, dans une terre. Hein. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que mes racines sont en Algérie. Je vis en France, mais mon cœur est en Israël. Et comment dire, je suis pris comme ça par ces trois pays qui font de moi l'homme que je suis. Et qui font de vous le réalisateur, l'homme de cinéma que vous êtes. Hein, on l'a vu à travers vos films. Bien sûr. Hein. Et je découvre le cinéma à Alger pour la première fois. J'ai 8 ans et ça a été pour moi une découverte extraordinaire. C'était Jeux interdits. Voilà. Vous vous rendez compte ? Ça commence comme ça, le film. Et hein. oui, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. On va en reparler. L'Algérie, c'est de l'histoire ancienne. Oui, vous dites c'est toujours en vous. C'est pas de l'histoire ancienne. Hein. Non, hein. c'est pas de l'histoire ancienne, non. Et il vous reste quoi comme souvenir en dehors de ce que vous avez raconté à l'instant ? Tout. J'avais 13 ans quand j'ai quitté l'Algérie. J'ai fini ma bar mitzvah et on a quitté l'Algérie au moment des émeutes de décembre 1960. Nous habitions tout près de la grande synagogue d'Alger qui a été saccagée en décembre 60. C'était un moment terrible. Hein. On l'a ressenti comme tel hein, parce que j'ai le souvenir même d'avoir vu des émeutiers sur le dôme de la synagogue et un hélicoptère de l'armée passer, à tirer. J'ai vu ces jeunes gens tomber comme ça et s'écraser sur le sol. C'était des moments compliqués et mon père a eu peur. Nous étions 5 garçons, nous habitions donc dans la basse Casbah d'Alger et il s'est dit c'est le moment de partir, c'est l'histoire du peuple juif, partir au moment où on est dans l'insécurité. Qu'est-ce qui reste de ce moment d'exil ? Du départ vers l'exil ? La nuit, une compagnie de militaires qui nous entourent, je le montre dans le film, et qui nous accompagnent jusqu'au port. Nous n'avions pas de valise, alors mon père a trouvé 2 sacs de jute. On a jeté nos vêtements dans ces sacs de jute et nous voilà. Tout est reproduit dans le film. Hein. Exactement, hein exactement, à l'identique, vraiment. Je me suis permis d'écrire une réalité. Tout à l'heure, je disais que c'était vertigineux, parce que quand j'ai vu les gamins qui jouaient mes frères et moi, habillés pareil, quand j'ai vu mon père au cinéma qui ressemblait trait pour trait à mon père, c'était quelque chose d'assez étonnant, et par moments, j'y suis resté. Et dans le film, on y reste souvent quand on le voit, on reste dans l'émotion et dans une sorte de regard très tendre sur cette période. Et pour ceux qui viennent d'Algérie, de nostalgie. Pas seulement d'Algérie, d'ailleurs. Pour tous les déracinés. Pour tous les déracinés, tout à fait. Vous croyez que le temps peut faire disparaître cette communauté juive algérienne ou pas ? Cette mémoire de la communauté juive en Algérie, elle a disparu. Mais en France ? En France, je crois qu'elle est encore vivace. Et ailleurs, d'ailleurs, hein, parce qu'au moment où cette émission va être diffusée, vous serez à New York, où vous allez présenter votre film. Oui, dans le cadre d'un festival du cinéma séfarade. Vous voyez, comme quoi, même à New York, les séfarades ont droit à la parole. Non, je crois que ça a donné l'immigration de ces rapatriés d'Algérie, de cette communauté juive d'Algérie, a donné un coup de chaud à la communauté française, à la communauté juive française, parce qu'elle a apporté à la fois ses rites, sa façon d'être, sa faconde, son rire, sa cuisine, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Hein, c'est quoi ? C'est la culture séfarade, la culture juive algérienne. C'est quoi ? C'est le rire, les histoires drôles, la bouffe. C'est quoi ? Et le lien. Ouais. Et les liens. Et la famille. La transmission ? La transmission, parce que effectivement, ce fil tendu qui nous relie comme ça les uns aux autres avec cette tradition. Et dans le film, je l'évoque, je dis qu'effectivement, les Juifs en Algérie étaient là avant même les Romains. Vous vous rendez compte ? Avant les Turcs, avant l'invasion arabe. Et beaucoup l'ont oublié. Hein. Tout le monde l'a oublié, malheureusement. Mais il y a eu un discours de Bouteflika sur la présence juive en Algérie, qui était un discours de Constantine, qui était très, très, très éloquent. Malheureusement, les islamistes, c'était avant la guerre, c'était à la fin de la guerre civile, ont très mal vécu ce discours. Je crois qu'il a été quasiment effacé. C'est pour ça qu'Enrico Macias n'a jamais pu retourner à Constantine. Macias n'est pas retourné, mais Bruel, oui. Ouais. Voilà.
Bruel, votre petit frère. Oui, exactement. Hein, c'est vous qui l'avez lancé dans le... Il avait 17 ans, il a fait le coup de Sirocco et depuis, on est resté non seulement amis, mais on a fait 5 films ensemble, vous vous rendez compte, et des films qui marquent, hein, comme L'Union Sacrée. Ouais. Voilà L'Union Sacrée. Vous vous rendez compte que ce film a plus de 30 ans. 30 ans. On était les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Cet islam sanguinaire, radical, qui arrivait de l'extérieur et qui venait ensanglanter notre pays avec l'attentat de Goldenberg, avec Copernic, on s'en souvient. Et là, j'ai eu envie de mettre en scène un flic juif et un flic arabe. Et ce couple, cette union sacrée, était là pour combattre ces idées terribles qui commençaient à déferler. J'imaginais pas, vraiment, qu'on en arriverait là aujourd'hui, mais déjà, c'était préoccupant. Et le film a reçu un accueil absolument incroyable parce qu'il y avait une espèce de vision comme ça. Et encore aujourd'hui, quand il passe à la télévision, on se rend compte qu'il y a une modernité malheureuse sur une situation qui est aujourd'hui notre quotidien. Le cinéma, d'ailleurs, Alexandre Arcadi, c'est une passion ou c'est un métier comme un autre pour vous? Ah non, c'est une passion. Vous savez, j'ai découvert que c'était mon métier très tard. Oui, parce que vous avez commencé par le théâtre. Hein. J'ai commencé par le théâtre. Dans les années 71, ouais, j'ai été directeur de théâtre. Suresnes. Oui, à Suresnes. J'ai été acteur. Et puis, j'ai fait du cinéma parce que, bon, c'était la voie que j'avais envie de suivre. Quand j'étais metteur en scène de théâtre, j'avais envie de construire ce 4e mur qui n'existait pas. Mais je n'avais pas conscience que c'était un métier. Je faisais ça comme ça. Et puis, un jour, je vais vous raconter quelque chose. J'étais en train de tourner pour Sacha en Israël. J'étais au bord du lac de Tibériade. Donc, on était en 91 91. 90 plus exactement. 90. J'étais au bord du lac de Tibériade, dans le kibbutz Engev. Sur les bords du lac, qui a servi de décor au film. Et j'étais arrivé le premier, il faisait très beau, un soleil magnifique, enfin un ciel bleu, c'était exceptionnel. Et tout seul sur ce plateau, en attendant le reste de l'équipe, tout d'un coup j'ai pris conscience que c'était mon métier. Qu'à ce moment-là, c'était mon 6e film. Et j'ai dit, voilà, mon métier, c'est de raconter des histoires. Et j'aime ça. Et vos parents, le fait de vous voir quelque part saltimbanque, qu'est-ce qu'ils en disaient? Mon père, malheureusement, ne m'a pas connu. Il m'a connu tout jeune acteur dans mes premiers pas dans le métier. Maman, elle, est restée avec nous jusqu'à Pour Sacha, puisqu'elle est venue même sur le tournage en Israël. Elle était fière, elle était contente. Elle était heureuse de voir son fils heureux d'abord, et puis racontant des histoires qu'elle aimait. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait le coup de Sirocco, on n'avait pas fait d'avant-première, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas trop. Et je l'ai amené voir le film le mercredi à 14h. Non, première séance. Oui, sortie du film. Ouais. Sur les Champs-Élysées. Et je suis arrivé un petit peu en avance, elle était dans la salle toute seule. Et je l'ai regardée toute seule, assise dans cette salle. Et je suis parti, je me suis dit, même si personne ne vient voir le film, c'est pas grave. J'ai fait ce film Maman pour elle. Maman l'a vu. Voilà, c'est pour elle que j'ai fait ce film-là. Et à l'extérieur... Et d'ailleurs, et pour votre fils aussi. Hein. Oui, évidemment. Et puis... Qui a souvent été présent dans vos films. Oui, Alexandre, oui. Ouais. Mais c'est extraordinaire de penser que on croyait pas au film. Hein. On pensait que personne n'allait s'intéresser à cette histoire, ces histoires de pieds noirs. Et pourtant, il y a eu un succès considérable. Il y a une anecdote comme ça, j'étais sur les Champs-Élysées, le premier samedi, une queue énorme, et il y a un pied noir qui arrive, un peu méchant comme ça, qui vient, qui me prend par le bras, qui me tire la manche. C'est pas bien ce que vous faites, monsieur Arcadi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas bien, mais quoi? Comment quoi? En 62, on nous a entassés dans les bateaux pour venir en France, et là, vous nous entassez dans les salles de cinéma. C'est pas bien. Oui, ça c'est l'humour pied noir. Ouais, c'est l'humour pied noir. Et donc, la suite, c'est Le Grand Pardon. Donc, oui, bien sûr. Cette idée. L'idée, elle vient avant même le coup de Sirocco. Ouais. Je lis un article dans le Nouvel Observateur qui n'est pas signé, je trouve, qui est le journaliste, René Bachmann, du Nouvel Obs. Et il raconte l'enterrement de William Zemmour, un enterrement digne d'Al Capone. Celui qui avait été tué à Paris ou à Miami? Non, celui qui a été tué à Paris, au Télème, par les flics. Le bar du Télème, ouais. De dos. Vous savez que ça a changé d'ailleurs le nom. Oui, il n'y a plus le même nom. Ouais. Ça s'appelle plus le bar du Télème. Et puis, je lisais cet article, je disais, mais quel film, ça serait extraordinaire de pouvoir faire un film
mais j'avais pas fait de cinéma, donc c'était un gros film, donc j'ai mis ça de côté. Et quand j'ai rencontré Roger Hanin, ça a été une vraie rencontre, comme celle de Bruel. Je me suis dit, il faut faire un film avec lui. Et j'ai repensé à cet article et on s'est plongé dans cette histoire. D'ailleurs, ce qui reste de ce film, quelque part, hein, ces paroles de Roger Hanin à la fin. Ah oui, c'est le jour du grand pardon. Tous les juifs pardonnent, sauf un, moi. Hein, et c'est devenu quelque chose de récurrent. Mais oui, parce que à chaque Yom Kippour, évidemment, ça circule sur les téléphones portables. Voilà. Est-ce que vous réalisez aujourd'hui un film pour les mêmes raisons qu'à vos débuts au cinéma avec le coup de Sirocco? J'ai pas une vraie raison de réaliser des films. C'est les sujets qui m'interpellent. Voilà, j'ai envie de parler quand j'ai envie d'apporter une pierre à l'édifice de la mémoire. Je fais cas. C'est un film sur la Shoah. Quand je suis bouleversé par la mort d'Ilan Halimi, je fais 24 jours sur la mort d'Ilan Halimi grâce au livre de sa maman. Non, moi, c'est les films qui viennent à moi. C'est-à-dire, c'est les sujets qui me portent et qui sont nécessaires, quoi. Et avec le petit blond de la Casbah, c'est la fin du cycle Algérie ou pas? Je crois pas. Non, là, j'ai envie de faire un film sur Camus. Ça s'appelle Contre-enquête de l'étranger. Donc ça veut dire que c'est lancé, quoi. Oui, le scénario est écrit, le tournage, j'espère bientôt. C'est un film c'est un biopic sur le livre de Camus, L'étranger. On fait rarement des biopics sur les romans. Je ne sais pas si ça existait d'ailleurs. Non, mais voilà, c'est le premier biopic sur un livre, et c'était écrit par un auteur américain qui s'appelle Alice Kaplan, et qui a fait une enquête exceptionnelle sur ce livre, sur l'étranger, qui est le deuxième livre le plus lu à travers le monde après Le Petit Prince. Ah oui, après Le Petit Prince. Quel est le pouvoir d'un film, Alexandre Arcadi? Le pouvoir d'un film. Il en a un ou pas? Est-ce qu'il a un pouvoir, par exemple, de cohésion collective? Il a un pouvoir qui est lié à la mémoire, parce qu'il perdure. La transmission. Le film sur Ilan Halimi, je suis sûr que ce film-là va rester, va perdurer. On va se souvenir de ce pauvre garçon tué par des barbares, influencé à l'époque par des médias qui faisaient l'amalgame entre un conflit qui ne nous regardait pas et un antisémitisme qui commençait à être de plus en plus violent. C'est ce qu'on revoit aujourd'hui. Voilà. Hein. Et je crois que le film-là, dans ce sens-là, il joue un rôle. Je ne crois pas qu'il transforme les gens, mais il peut les interpeller. Et ça permet des prises de conscience. Prise de conscience, on l'espère. Mais c'est difficile. Regardez aujourd'hui, on peut même plus discuter. Alors, montrer un film pour essayer de convaincre. L'image aujourd'hui s'est transformée. On va parler d'aujourd'hui, de l'actualité, mais d'abord, j'ai envie de vous entendre sur votre parcours, sur vos films, sur vous et sur le cinéma en général, sur la culture aussi. Hein, quelles sont les choses qui ne vous inspirent aucun respect, qui vous révoltent, qui vous mettent en colère ou qui vous ont mis en colère? Aujourd'hui? Dans votre carrière, tout au long de votre carrière. Le sectarisme. Ouais. Le sectarisme, ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter, que j'ai toujours du mal à accepter. Le dénigrement aussi. Mais ce qui m'a rendu heureux, c'est l'enthousiasme. C'est l'adhésion du public. D'ailleurs, vous êtes toujours souriant. Hein? C'est ça aussi l'enthousiasme. Voilà, mais on n'a pas à faire partager, même si on a l'angoisse au bout des doigts. Il faut continuer à vivre dans l'espoir et oui, dans une forme de volonté de bien vivre, quoi, parce que c'est si court, ça va si vite. Vous avez le vertige au bout de 50 ans de carrière? Ça donne le vertige. Ça va vite, trop vite. Hein, qu'est-ce que vous retenez de cette carrière? De la carrière. Quels sont les films que vous avez encore en tête qui disent tous les films ont été porteurs parce qu'il y a un enthousiasme, une énergie, parce qu'il faut, hein, parce que c'est une industrie, hein, c'est compliqué, c'est lourd à porter un film pour un metteur en scène qui est à la fois l'auteur, le producteur, le réalisateur, etc. Mais ce qu'il me reste, c'est des moments de bonheur, de grand bonheur. Et si je devrais, il y a un film qui aujourd'hui
me rend encore dans cette espèce de nostalgie, de bonheur, alors que nous étions dans un moment un peu délicat, c'est pour Sacha. Peut-être parce que je racontais mes 20 ans au kibbutz. Oui, donc 68, vous êtes allé au kibbutz ou peut-être Non, j'étais au kibbutz en 67, pendant la guerre des 6 jours. 67, voilà. Pendant la guerre des 6 jours, à Yeriam. Et donc, c'est quand j'ai raconté ces 20 ans, puisque j'ai eu 20 ans là-bas, cette guerre, ce kibbutz, cette idéologie, cet espoir, le monde est à soi. On allait pourquoi au kibbutz à l'époque? Pour changer le monde. Pour changer le monde? Oui. Pour les jeunes Israéliennes aussi? Non, parce que j'étais en couple déjà, donc c'est pas... Non, c'était changer le monde et changer sa vie tout de suite. Ouais. Au lieu d'attendre la révolution, on la faisait immédiatement. Parce que la semaine dernière, il y avait à votre micro Pierre-François Veil, le fils de Simone Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et bien lui aussi, il a passé 1 an en kibbutz en 71. 1 an en kibbutz. Ouais. Il est retourné pendant la guerre de Kippour pour remplacer ses copains qui étaient partis à la guerre. Moi, je restais pratiquement 2 ans, donc j'ai été vraiment un Chaver Kibbutz, si je puis dire. Et puis, à Shomer Hatzaïr? À Shomer Hatzaïr, oui. Et puis, je sentais que un autre métier m'attirait, c'est-à-dire que, cueillir des bananes, des oranges, des pommes, aller faire la vaisselle, tout ça, c'était bien. Mais j'avais envie de théâtre, j'avais envie de spectacle, j'avais envie de cinéma. Et les kibbutz ont beaucoup changé depuis. Maintenant, c'est plus les bananes. Ah oui, aujourd'hui, c'est une façon de vivre. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous reste de la culture pied-noir? On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui reste en vous de la culture pied-noir? Tout. Une façon d'être, une façon de vivre, une façon de regarder la vie. Bon, vous savez, je n'oublie jamais d'où je viens. Je viens d'une petite rue, la rue du Lézard d'Alger, qui mesurait peut-être 2,50 m de large. Nous habitions à 7 dans un 35 mètres carrés. Hein. Mais cette vie-là, elle était exceptionnelle. Et aujourd'hui, même si mes bureaux sont aux Champs-Élysées, même si j'habite dans des quartiers favorisés, comme on dit, jamais je n'oublie. Et c'est peut-être aussi la raison qui m'a poussé à faire Le Petit Blond de la Casbah, pour remettre les choses à leur dimension visuelle. Ouais. Et grâce à mon frère, Tony Aigri, qui est le décorateur, il a su reconstituer cet univers avec tellement de doigté, tellement de précision. Mais les images d'époque aussi. Hein. Ah oui, c'était extraordinaire. Oui. Hein, et alors, ce film, quand vous êtes retourné en Algérie à de nombreuses reprises, quand vous retournez en Algérie, quand vous êtes retourné en Algérie, qu'est-ce que vous ressentez? D'abord, je suis un Algérois. Alger est une ville, une des plus belles villes, et je le dis dans le film, c'était une des plus belles villes de France. C'est une des plus belles villes du monde. Quand on voit Alger, on est abasourdi par la beauté de cet endroit, cette baie qui s'étale, ces édifices extraordinaires. Pourquoi la ville est si belle sur le plan architectural? C'est que tous les grands architectes français ont commencé leurs premières œuvres à Alger, ont construit leurs premiers bâtiments. Donc c'est magnifique. Ça n'a pas bougé, le centre. Parce que comme Alger est construit sur des collines, les bâtiments sont enchevêtrés. Donc il n'y a pas de changement. On est comme figé dans le temps. Et c'est même un problème peut-être pour les Algériens, parce qu'ils ont acquis leur indépendance, ils sont devenus Algériens, mais la ville, elle est restée française. Et alors, vous êtes parti en Algérie, vous êtes retourné en Algérie avec des présidents de la République. La dernière visite que vous avez faite, c'est avec Emmanuel Macron. Vous lui dites tout ça, quand vous le voyez? Bien sûr, ils le savent. Hein? Ils le savent. Vous savez, j'ai une anecdote. Avec Macron, c'était une jolie anecdote qui a précédé le Petit Blond de la Casbah. Ouais. Nous étions à la réception présidentielle et tout d'un coup, j'entends derrière moi « Alors, tu ne m'embrasses pas ?» Je me retourne et je vois le président Tebboune. Et j'avais oublié que le président Tebboune a été ministre de la Culture quand j'avais présenté en Algérie en avant-première mon film « Là-bas, mon pays ». Et lui m'avait organisé un anniversaire surprise, ça tombait le jour de mon anniversaire. Alors il y avait le gâteau qui était arrivé avec « Là-bas, mon pays » et un autre gâteau sur lequel était écrit « Ici, ton pays ». Ce jour-là, j'ai compris... j'ai compris d'abord que j'aimais l'Algérie, mais que les Algériens aussi m'aimaient. Et au fond... C'est à partir de là que j'ai écrit Le Petit Blond de la Casbah, et c'est comme ça que j'ai fait le film. Et je lui ai raconté ça. Et c'est beaucoup grâce à lui que j'ai pu tourner à Alger, évidemment. Les Juifs, ça compte beaucoup pour vous, hein?
Le fait Être d'être juif, être oui, juif. bien sûr. C'est ma vie, c'est moi. Voilà. Alors, les juifs et la famille, c'est quoi? Les juifs et la paranoïa, c'est quoi? Les juifs et le communautarisme, c'est quoi? Est-ce que c'est pesant d'être juif? Toutes ces questions en même temps, mais vous répondez. Oui, non, mais être juif, c'est vivre son judaïsme à l'intérieur de soi. Je veux dire qu'il n'y a pas... Dans le judaïsme, il n'y a pas cette façon de vouloir convaincre les autres. On vit son judaïsme dans la sphère familiale. Et Vous l'avez puis, toujours vécu de la même manière? toujours de la même manière. Je ne suis pas religieux, je suis traditionnaliste et j'aime perpétuer les fêtes. C'est un peu, c'est un peu la manière de ressentir son judaïsme chez les juifs d'Algérie. Beaucoup, beaucoup, oui, parce qu'on a adopté la France Ouais. avec une telle ferveur, et c'est la raison pour laquelle les Juifs ont quitté l'Algérie alors que c'est les plus anciens habitants de l'Algérie au moment de l'indépendance, parce que la France leur a donné une fierté, leur a Le donné décret Crémieux, une hein. identité, Ouais. le décret Crémieux, le fameux décret Crémieux, voilà. Alors, on va on va faire un petit retour vers votre film, Le Petit Blond de la Casbah. Comme vous le disiez tout à l'heure, il commence par une séance de cinéma de Jeux interdits qui raconte l'exode de 40. Pendant ce temps, un attentat a lieu à 2 pas du cinéma. Est-ce que toutes les guerres se ressemblent, Alexandre Arcadi? Je ne sais pas si toutes les guerres se ressemblent. Celle-là était particulière puisque c'était une guerre d'indépendance. Pas une guerre civile, mais une guerre quand même qui laissait des traces. Les soldats se battaient contre des militants et contre des combattants du FLN. Donc c'était une guerre dure, hein, qui a duré 7 ans, hein, qui a fait de nombreuses victimes innocentes, si je puis dire, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentats. Mais les guerres ne se ressemblent pas. Elles sont toutes sales, les guerres. Elles sont toutes... le mot guerre, déjà, est un mot qui renferme son lot de tragédies. Hein. La guerre d'Algérie, vous en avez retenu quoi? Vous en retenez quoi? Vous Un avez des mort. souvenirs vivaces encore en vous? Oui, un mort sous mon balcon. On regardait la télévision. C'était ce soir-là, je m'en souviens très bien, un film qui s'appelait Le voleur de Bagdad. Et tout d'un coup, un cri dans la nuit, puisqu'il y avait le couvre-feu, halte, et puis une rafale de mitraillettes. On est sorti sur le balcon et on a vu un homme gisant sur le sol, baignant dans son sang. Là, j'ai eu peur. Et là, vous aviez quoi, 10 ans à peine? À peu près 10 ans, oui. Hein? C'est un choc. Ah oui, c'est un choc. C'est un choc, c'est la première fois que mon père a dormi avec moi. Oui. Il m'a pris dans ses bras et il m'a gardé avec lui toute la nuit parce que vraiment, j'ai été profondément ébranlé. Les guerres, toutes les guerres, elles sont justifiées ou pas? Je peux pas... C'est une question difficile parce que la violence, quand on justifie la violence, on se dit, bon, est-ce qu'il faut vraiment apporter des mots à ces justifications? Mais quelquefois, les guerres sont nécessaires. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Bien sûr. Eh ben, pour parler de l'actualité, quand Israël est en guerre, comme c'est le cas depuis le 7 octobre, qu'est-ce que vous ressentez? Et est-ce que vous dites que c'est une guerre juste et justifiée? Je pense que c'est une guerre qui est nécessaire. Je veux dire qu'on imagine mal qu'après le Bataclan, après Charlie Hebdo, que la France ne prenne pas part à la destruction de Daesh et de cet islam radical. Comme ça a été fait. Ça a été fait. Et c'était normal. Il fallait éradiquer cet État islamique qui imposait à la population des sévices terribles et qui imposait au monde une façon d'être terrifiante. L'utilisation de l'image. Tout à l'heure, on parlait, est-ce que l'image, est-ce que le cinéma peut changer quelque chose? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la communication, c'est pas du cinéma. C'est de la réalité. Quand on décapite des gens devant une télé, devant un écran, c'est une façon de montrer l'horreur et de dire jusqu'où on veut aller. Et donc, contre ce mal-là, comment se défendre? Comment se défendre quand il y a un attentat comme celui du Bataclan ou comme celui de l'Hypercacher? Vous dites c'est pareil, ce qui se passe en Israël le 7 octobre et ce qui s'est passé en France ou ailleurs. Hein? C'est pire. C'est-à-dire que si on compare le pogrom
du 7 octobre en Israël, ça équivaut, je ne sais pas moi, à 80 000 Français assassinés, égorgés. Non, je crois que ça correspond à peu près à 80 000 Américains, 10 ou 15 000 Français. Oui, à peu près, je ne sais pas les chiffres, mais enfin, ça correspond ça fait beaucoup de monde. À beaucoup de monde. Hein. Et quand on sait comment ça s'est passé, c'est-à-dire les viols, les décapitations, et puis tout ça filmé. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que vous, le cinéaste, quand vous avez entendu, ils ont filmé. Ils ont tout filmé. C'est-à-dire comme Mohamed Merah, quand il tue la gamine à bout portant, avec son revolver sur son crâne, il filme. Eh bien, ils ont tout filmé. Non seulement ils ont filmé, mais ils ont voulu montrer en direct ce qu'ils filmaient aux parents quand ils violaient, quand ils décapitaient, quand ils mutilaient, quand ils assassinaient, enfants, femmes, peu importe, quand ils brûlaient. Toutes ces images, elles existent. Et vous avez vu, on nous dit aujourd'hui, c'est faux. C'est pas vrai. C'est le problème du négationnisme. Vous savez, quand... je ne sais pas si les gens le savent, mais Capra a été pendant la guerre, a été le responsable des cinéastes de l'armée américaine. Et quand il a découvert les charniers absolument incroyables des camps de concentration, il a envoyé un message à tous ces opérateurs en leur disant « Vous allez découvrir des camps de concentration, filmez sans arrêter votre caméra, parce que dans quelques années, on dira que ça ne serait pas vrai si vous montez, si on fait du montage. » Donc tous les caméramans américains ont filmé sans arrêter la pellicule pendant 5 minutes. Je crois que c'était 5 minutes à l'époque. Donc déjà, on avait ce sentiment qu'on allait nier cette réalité, nier la réalité du massacre. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Personne ne peut le nier. Les images ont été filmées par ceux-là même qui ont exécuté ces actions abjectes. Est-ce qu'on entend, depuis le 7 octobre, Israël fait pire? Vous l'entendez, ça? Israël ne fait pas pire. Israël se défend, Israël doit se défendre. Il y va de sa survie. Il y va de sa survie. Comment voulez-vous qu'on puisse accepter qu'Israël ne réponde pas à une telle journée d'horreur? Alors, que les responsabilités soient établies quand le temps viendra dans cette démocratie. Là vous voulez dire responsabilité politique, notamment politique. De Benjamin Netanyahu, éventuellement les hiérarchies de la hiérarchie, militaire. Pourquoi il n'y avait pas suffisamment de soldats à la frontière? Qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient que Golda Meir, en 1973, a démissionné parce qu'elle n'a pas cru à guerre cette de 6 jours. Guerre de Kippour. Le 6 octobre, elle est partie en avril. Exactement. Et ça se réglera, ça se fera, parce que c'est une démocratie, Israël, et qu'on ne laissera pas passer ça. Et vous dites, d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui disent aujourd'hui, y compris Gilles William Gonadel, il a dit ici, il l'a redit, Netanyahou doit partir après. Je ne sais pas, moi je ne suis pas israélien, donc c'est de la politique israélienne, il y va de la responsabilité des citoyens israéliens. Ce que je sais, moi, aujourd'hui, c'est que moi qui ai été un militant de Shalom Arshav depuis toujours. Vous êtes toujours aujourd'hui? Je l'ai toujours été. J'ai été élevé dans le sérail de la Shomer HaTzaïr. Et de SOS Racisme aussi. Voilà, parlons de SOS Racisme. C'est extraordinaire, ça. SOS Racisme a été créé par qui? Par Julien Drey, par Bruel, par moi, par beaucoup de juifs français. Quand on a vu que nos frères musulmans étaient attaqués, jetés dans la Seine, on a créé ce mouvement, SOS Racisme. Et est-ce que vous pensez SOS Racisme, c'est toujours pareil aujourd'hui ou pas? Non, moi ce que je regrette, c'est fourvoyé. Non, ce que je regrette, c'est que personne ne se lève aujourd'hui pour dire touche pas à mon ami, touche pas à mon étoile. Oui, ça je regrette, parce que l'antisémitisme... touche pas à mon pote à l'époque, 85-86, c'est touche pas, c'était un cri anti-raciste contre le racisme anti-musulman. Exactement, on va dire ça. Exactement, avec la main de Fatma. Avec la main de Fatma. Mais où sont ces musulmans de cœur qui devraient former un nouveau mouvement en disant « ne touche pas à mon étoile ». Et ils sont où d'après vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, c'est un silence assourdissant, parce que c'est pas cette poignée... Ils sont tous les soirs dans les manifestations non, pas pour tous, Gaza. Pas tous, non. Il y en a beaucoup. Non, une poignée.
C'est quoi 4 000, 5 000, c'est quoi? C'est une poignée, c'est rien. C'est des énergumènes qui sautent sur... Ils savent rien, ils ne savent rien de l'histoire, ils ne savent rien de rien. On sait très bien que même les politiques ne savent même pas où se trouve Israël et où se trouve le Jourdain. Vous parlez Mathilde Panot. Mais évidemment, évidemment. Donc, je ne pense pas que ce soit la majorité. Mais la majorité, elle se tait. Majorité silencieuse, Voilà. c'est ça que vous voulez dire. Hein. Voilà, Hein, voilà. il faut quelque part ouvrir sa bouche. Oui, il faudrait qu'on ait le même élan que touche pas mon pote, touche pas mon étoile. Touche pas à mon étoile. Il faudrait lancer ça. Eh ben, il faudrait. Touche pas à oui. mon étoile. Hein. Bernard-Henri Lévy déplore la solitude d'Israël face au monde, face à l'opinion mondiale, à la rue arabe et même aux démocraties occidentales. Est-ce que vous faites la même analyse que Bernard-Henri Lévy? La solitude d'Israël. Est-ce que vous ressentez ça? Oui, oui, malheureusement. Israël est. Mais souvent, dans les moments difficiles d'Israël, l'État d'Israël a été seul, parce qu'il y a un problème de communication, parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un amalgame, parce que l'antisémitisme remonte, parce que, voilà, aujourd'hui, on ne se rend pas compte que le combat d'Israël, c'est notre combat. C'est le combat de la liberté, c'est le combat de nos valeurs d'Occident, c'est le combat même des musulmans qui sont les premiers touchés aussi dans certains pays arabes. Par l'islamisme. Hein. Par l'islamisme radical, évidemment. Donc, qu'Israël soit seul aujourd'hui, ça fait peur. Mais je crois que l'horloge tourne. C'est-à-dire que les choses vont se remettre d'aplomb. Aujourd'hui, les slogans ne sont pas dans le bon ordre. C'est-à-dire, expliquez ce que vous voulez dire par là. Il faudrait dire libérer les otages, qu'il y ait le cessez-le-feu, et qu'on rebâtisse Gaza, et qu'on trouve un État palestinien. Vous avez de la compassion pour les Palestiniens, je suppose? Qui n'a pas de Gaza. Mais qui n'a pas de compassion pour des victimes pendant la guerre? Pendant toutes les guerres, on a de la compassion. Mais il y a des nécessités qui font qu'aujourd'hui, ces salopards du Hamas se terrent, se cachent comme des rats dans les sous-sols, en s'abritant derrière les otages et en mettant au-dessus la population de Gaza. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la population de Gaza ne se révolte pas. Qu'elle ne se révolte pas, qu'elle ne dise pas « ça suffit ». Qu'elle ne demande pas aux gens du Hamas « rendez ces otages pour qu'on en finisse ». Et on ne sait même pas combien il reste d'otages. Hein. On ne sait d'ailleurs, pas. on voit ce petit pins que vous avez sur votre veste. C'est important pour vous. Mais c'est important. Puis, je veux dire qu'il y a des hommes, des femmes, un bébé. Un bébé. Où est-il, ce bébé? Où sont les instances internationales qui demanderaient une façon de faire de l'investigation, de trouver cet enfant, ce bébé? Qu'est-il devenu? Où est-il? Et aujourd'hui, on vous dit quoi? On a oublié les otages. Hein. Je parle même des médias, ainsi de suite. On a oublié les otages. Mais un certain nombre de politiques français rappellent que les otages aussi, il faut y penser. C'est le cas notamment c'était le cas cette semaine par exemple de Gabriel Attal. Mais Rafah, ce qui s'est passé à Rafah, comment ça vous fait réagir? De la même manière que quand on a accusé Israël avec l'hôpital, qu'Israël aurait bombardé un hôpital, on se rend compte aujourd'hui, parce que quand on lit, quand on regarde, qu'effectivement cette attaque ciblée contre 2 dirigeants du Hamas, avec un objectif très précis, ne pouvait pas provoquer un tel drame. Donc il y avait forcément des munitions, des armes, juste à côté des camps de réfugiés. Mais c'est la même stratégie, se protéger, faire plus de victimes pour se rendre encore plus fort. Et c'est la stratégie du Hamas depuis le début. Avec des conséquences en France. Hein. C'est-à-dire une explosion de l'antisémitisme véhiculée souvent par la gauche de la gauche, sous couvert d'antisionisme. Vous qui venez de la gauche, ça va vous faire mal? Ou pas? En tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne me reconnais plus du tout dans cette gauche-là. Hein, ça, c'est vrai. On en est loin. On est loin de l'humanisme, on est loin du respect des autres. On a affaire surtout à ce mouvement LFI qui attise le volcan, qui met de l'huile sur le feu.
c'est odieux, c'est inconséquent, c'est irrationnel, parce qu'on sait très bien que l'antisémitisme ressurgit, s'alimente, s'auto-alimente, et la victime juive est toujours la première à être visée. Vous savez, quelqu'un disait, je crois que c'était Elie Wiesel qui disait, chaque 90 ans, il y a une mutation pour les Juifs. Ils sont obligés de changer de pays. Vous vous rendez compte? Cette vision, ça fait pratiquement 90 ans qu'on n'avait pas de réel problème. Comme on disait, vivre heureux comme un Juif en France. Dans les années 20. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Vous êtes déjà dit, il faut que je quitte la France ou pas? Vous vous êtes déjà posé la question? Moi, j'ai déjà quitté la France 2 fois. Donc, aujourd'hui, je l'envisage pas vraiment. Mais vous y avez déjà réfléchi? Pas pour moi. Je me pose la question pour mes petits-enfants. Je me dis, quel avenir auront-ils si ça continue comme ça? Et alors vous dites peut-être qu'un jour, ils ne seront plus là? Peut-être qu'un jour, il faudra qu'ils partent. Ouais. C'est ce que vous dites avec vos enfants? Avec mes petits-enfants surtout. Ouais. Je pense à eux. Ouais. Ouais. Et vous croyez que ça sera le cas? J'espère que non. Parce que la France, c'est un beau pays. La France, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de la liberté. Et j'aime à croire, parce que je suis un humaniste, parce que j'ai été élevé comme ça, j'aime à croire que les choses vont changer. C'est vrai que je suis étonné que mes amis musulmans ne m'appellent plus. Je suis étonné, oui, je suis étonné. Alors, ne le font-ils pas parce qu'ils ont peur d'un mot de travers, On ne peut plus parler. Le problème, c'est qu'on ne peut plus parler. Moi, j'aurais été dans des manifestations pour le cessez-le-feu et pour la libération des otages, côte à côte, avec un drapeau israélien, un drapeau palestinien, j'y aurais été, oui. Mais il n'y en a pas des manifestations comme ça? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est pas possible. Ça manque. Il y a les guerrières de la paix qui militent pour une entente. Mais vous vous rendez compte que ces jeunes qui sont partis danser au bord du désert pour la paix, pour que les Gazaouis entendent qu'ils veulent la paix. On a attaqué les kibbutzim les plus à gauche qui soient, des militants de la paix. On les a assassinés, on les a égorgés. Et on veut quoi? On veut que le Hamas continue à diriger un pays en construisant un réseau souterrain au lieu de construire des maisons et de faire habiter des gens dans des conditions acceptables. 2-3 questions avant la fin de cette émission sur la France. La campagne européenne. LFI donc a décidé de faire de la Palestine le thème central de sa campagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois pas le lien. En dehors d'un... Mais est-ce que ça fait mal à la France, au vivre ensemble et aux Juifs, et éventuellement aussi aux musulmans? Ça fait mal à tout le monde, parce que c'est pas la question n'est pas là. On vote pour l'Europe. On ne vote pas pour un conflit, ni pour une partie, ni d'un côté ni de l'autre. Je comprends pas cette stratégie. Enfin, si, je la comprends. Elle est manichéenne. C'est essayer de grappiller quelques voix chez les indécis islamistes. Mais je suis sûr que ça ne sera pas Qu'est-ce que vous en pensez, Mélenchon? C'est un salopard. Un salopard? Ah oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que la façon dont il manage son petit monde, ce drapeau palestinien en pleine Chambre des députés, ces déclarations honteuses de ces députés qui inondent les radios chaque jour, c'est honteux, quoi. C'est une stratégie qui ne ressemble pas à un républicain. Parce que quand vous dites ça, je dois vous dire que vous êtes maître de vos propos, mais que derrière, il peut y avoir un procès. Parce qu'on peut considérer que c'est de la diffamation ou de l'injure. C'est peut-être de la diffamation, c'est peut-être de l'injure, mais enfin, je veux dire je ne sais pas comment il fait pour se regarder le matin dans un miroir. Pourquoi? Parce que il doit au fond, il doit savoir ce qu'il fait. Il doit savoir qu'il n'a pas été comme ça, qu'il a changé. Vous l'avez connu quand il était... Il y a 30 ans oui, je l'ai connu, je l'ai croisé, parce qu'il était dans la mouvance de Mitterrand et de Jospin. Voilà, c'était quelqu'un qui avait d'autres propos. Il suffit de regarder ses déclarations pour comprendre qu'il
qui changent par opportunisme. Aymeric Caron, vous l'avez croisé pendant votre carrière? Alors, autant Mélenchon a changé, autant lui ne bouge pas. Vous vous souvenez, quand j'ai présenté mon film 24 jours, La vérité sur Ilan Halimi chez Ruquier, Ouais. il a été odieux. Racontez-nous comment ça s'est passé. Il a parlé immédiatement de l'amalgame. C'est normal qu'on tue un jeune Français juif puisque l'armée israélienne tue des enfants palestiniens. Il l'avait dit, ça? Il l'avait dit. Et Ruquier a voulu qu'on coupe ce passage, et j'ai accepté qu'on le coupe. Mais lui n'a pas changé. Et quelle rigolade. Son film sur Gaza, présenté à l'Assemblée nationale hier, 12 personnes, 12 députés. Quel succès. Mais quel imbécile. Mais c'est un imbécile sur pattes, ce Aymeric Caron. Un imbécile ou quelqu'un de dangereux? Je ne crois pas qu'il soit dangereux parce qu'il est bête. Ses arguments ne tiennent pas la route. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il m'indiffère. Et il n'est pas utile. Et les gens pas utiles, moi, je m'en fous. Est-ce que vous êtes le même Alexandre Arcadi qu'avant les massacres et les pogroms le pogrom du 7 octobre, pardon? Et est-ce que malgré ça, vous croyez toujours à la paix, en la paix, comment on y parvient? Le même non. Le même non parce qu'on ne peut pas rester insensible à ce qui s'est passé, parce que nos frères israéliens ont été massacrés, qu'il y a eu un pogrom terrible et qu'il y a des répercussions dans le monde entier, avec une montée de l'antisémitisme absolument inimaginable, que je n'imaginais pas un jour vivre. Donc je ne suis plus le même, ça c'est sûr. Est-ce que je crois que ça peut changer? Je l'espère. Je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais je l'espère, parce que je crois en l'humanité. Et la paix, vous savez, il y a des guerres qui ont duré mais 100 ans. Elle dure pratiquement depuis 100 ans. Hein. Et il y en a eu d'autres, 100 ans. Et puis à un moment donné, les choses se sont arrangées. Merci en tout cas, Alexandre Arcadi, de votre témoignage. Merci à vous de nous être fidèles. Bon dimanche sur Radio J et à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.